Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Je vais vous parler de 4 de mes dernières lectures. Il y a là-dedans un coup de cœur, un livre un petit peu moyen et 2 très bonnes lectures, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer cette update lecture avec une suite de sagas qui est donc le tome 2 de la trilogie Les Maîtres Enlumineurs, le retour du Hiérophante, écrit par Robert Jackson Bennett et qui est toujours édité chez Albin Michel. Pour ce qui est de l'histoire, quelques années se sont écoulées depuis les événements du premier tome que j'avais apprécié dans l'ensemble, et donc nous retrouvons nos protagonistes poursuivant leur grand projet de faire tomber les maisons commerciales restantes afin de rendre l'enluminure accessible à tous et toutes. Sauf qu'un personnage important va faire son apparition et va représenter une grande menace pour nos protagonistes et leur projet. Santia et ses compagnons vont donc devoir tout mettre en œuvre pour l'arrêter et ainsi sauver leur vie et, in fine, toute la cité de Thévane. Je vous disais que j'avais bien aimé le premier tome. Je lui trouvais un système de magie très original, un personnage principal équilibré et attachant, ainsi qu'une bonne pointe d'humour qui est, chez moi, toujours bienvenue quand c'est bien fait. Mais je me souviens également lui avoir reproché ses longueurs et son illisibilité à certains moments. Malheureusement, je trouve que ce second tome est plus que moyen et je dirais que ça me fait super peur pour le dernier tome de la saga qui est sorti il y a quelques semaines à peine. Mon gros problème avec ce second tome, c'est que la 4e de couverture n'est pas respectée. Dans le résumé, on nous parle de la découverte des secrets, des origines de l'enluminure et malheureusement, j'avais commencé la lecture avec des questions qui fourmillaient dans tous les sens et beaucoup d'espoir d'avoir justement des réponses ou des pistes de réponses. Sauf que l'auteur retarde ces moments où on pourrait encore mieux comprendre l'univers et le système de magie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponses et des intrigues qui vont se boucler, mais elles sont peu nombreuses et au final, elles vont plutôt concerner un personnage secondaire à l'histoire. C'était pas forcément inintéressant et mal fait, mais ça aurait pu se combiner avec des réponses sur les origines de l'enluminure, ce qui m'intéresse principalement. Et puis, je me suis ennuyée. Au fur et à mesure, mon intérêt s'est perdu. Paradoxalement, c'est un tome avec beaucoup d'action, mais j'ai eu l'impression que c'était de l'action pour faire de l'action, pour nous démontrer la force et l'ampleur de la menace, mais en fait, on l'avait compris dès la fin du premier tome, et aussi au tout début de ce second tome. Il y a des scènes très faciles où on voit ce que je considère comme des incohérences à l'univers et à l'éthique des personnages, notamment sur l'enluminure d'humains où à la fin nos protagonistes trouvent ça normal d'ajouter des capacités surnaturelles à des êtres humains grâce à l'enluminure, alors que de base, non. Et dans le premier tome, on nous fait bien comprendre que l'amélioration ou l'altération des humains, c'est la grande limite. Vraiment, c'est la ligne à ne pas franchir dans la pratique de l'enluminure. Il y a aussi des réflexions que font les personnages qui m'ont fait voir juste 1 millier de drapeaux rouges, c'était vraiment pas possible. Une autre faiblesse de ce tome, c'est l'absence d'un personnage emblématique qui avait ajouté beaucoup de caractère à l'histoire. Dans le premier tome, son humour et sa présence m'avaient permis d'oublier un petit peu les longueurs et mon incompréhension de certaines scènes. Mais là, il est absent pendant un très long moment et clairement, son absence se fait tout de suite ressentir. J'ai un peu moins accroché aux différents personnages et je regrette le fait que l'auteur ne développe pas réellement leurs intrigues sauf pour un personnage particulier que je ne citerai pas ici. Mais là, les intrigues des personnages secondaires sont devenues moins importantes et ceux-ci sont vraiment comme des étapes clés qui permettent de faire avancer Santia plus facilement dans tous les aspects de sa quête. J'ai tout de même terminé le livre parce que j'avais envie de savoir si j'allais avoir des réponses à toutes mes questions, si j'allais retrouver la dynamique qui m'avait plu dans le premier tome, et bon, la fin n'est pas trop mal puisqu'elle permet d'amorcer un tome 3 qui sera sans doute très dense et j'espère que l'auteur va savoir gérer la densité qui s'annonce et boucler ses intrigues sans donner une impression de recracher toutes les réponses et donner une masse d'informations indistinctes. Est-ce que je lirai le tome 3 ?
Oui, malgré ma déception et ma frilosité par rapport à ce tome 2, j'ai envie de connaître la conclusion aux histoires de Sancia. Après avoir avancé dans une saga, j'en ai terminé une autre puisque j'ai lu Magic Charlie, le tome 3, que justice soit faite, c'est toujours écrit par Audrey Alouette et publié chez Gallimard. Dans le premier tome de cette trilogie, Audrey Alouette nous raconte l'histoire de Charlie, un jeune adolescent dont la grand-mère a disparu durant de nombreuses années. Quand elle finit par refaire surface, Charlie la trouve changée. C'est une coquille vide qui se souvient à peine de lui et un danger continue de planer sur elle. Elle est en effet toujours poursuivie par un personnage qui s'appelle le Cavalier. C'est un personnage de l'univers en fait qui va dépouiller les personnes ayant eu un lien avec la magie et également enlever leurs souvenirs. Pour la sauver, Charlie n'a pas d'autre choix que celui d'apprendre la magie et de devenir magicien. C'est compliqué de ne pas vous spoiler étant donné que c'est le dernier tome d'une saga, mais je vais essayer de me concentrer uniquement sur ce tome et rester assez vague sur les événements de ses prédécesseurs. Je vais peut-être commencer par dire que l'autrice nous a offert un beau final, propre, net, et qui boucle toutes les intrigues. C'est quand même assez rare dans le grand monde des sagas, alors je tenais à le souligner. Néanmoins, ce n'est pas mon préféré, et chose rare encore, je trouve que c'est le deuxième tome qui est le meilleur de la saga. D'habitude, c'est toujours le tome 2 qui souffre des faiblesses et que je trouve un peu mou, mais là, je digresse, et on va revenir à mon avis sur le troisième tome. À mes yeux, il y a une grosse faiblesse et un petit défaut, donc ses longueurs, et le ton de l'autrice qui diffère lorsqu'elle aborde la question du consentement. J'ai repéré quelques moments un peu plus longs, mais rien qui ne gâche vraiment mon plaisir de lecture ou qui perturbe mon rythme puisque je l'ai dévoré en un rien de temps. Par contre, sur la question du consentement, je ne dirais pas que le sujet est mal traité du tout, mais j'ai eu l'impression d'être entre deux eaux. Dans Magic Charlie, il y a beaucoup d'aspects qui sont dénoncés via des images, des scènes qui sont intégrées à l'intrigue, etc. Normalement, je trouve que ça fonctionne toujours très bien, que c'est très intelligent, et là, sur la question du consentement, ça a un peu moins fonctionné avec moi. Je crois que j'aurais aimé que l'autrice aille encore plus loin avec son utilisation donc de l'image qu'elle avait, enfin que tout tourne vraiment autour de ça parce que le mélange de cette image et les phrases qui sont prononcées de façon un peu plus brute, ça se fondait un peu moins bien dans l'histoire. Mais hormis ça s'y lit vraiment tout seul. Les personnages sont toujours aussi attachants, il y a notamment un nouveau personnage qui fait son apparition et que j'ai adoré. J'aurais voulu l'avoir plus dans l'histoire. Il y a encore quelques autres trouvailles au niveau de l'univers qui sont très drôles, très inventives et qui ont parfois une réelle utilité scénaristique comme les patates. Après, au vu des petites trouvailles que l'autrice fait, moi ça ne me dérange pas que quelques éléments soient là vraiment à titre décoratif. C'est un univers qui va me manquer et d'une façon générale, c'était une saga jeunesse très qualitative. L'autrice a scénarisé aussi pas mal de BD comme Princesse Sarah que je ne suis pas certaine de lire puisque c'est un des dessins animés traumatisme de mon enfance, ou encore le Grimoire d'Alfie dont j'ai entendu beaucoup de bons échos et que je découvrirai avec plaisir. Et puis, si elle sort une autre saga de romans pour la jeunesse et que le résumé m'intrigue, je n'hésiterai pas une seconde. Poursuivons avec un auteur pour lequel ça fait quelques années que je n'ai plus ses romans, Stephen King. J'avais envie d'une histoire un peu horrifique, pas trop flippante, mais qui me fasse un peu frissonner, sortir de ma zone de confort également parce que je lis très peu d'histoires d'horreur ou de thrillers, et comme c'est compliqué de savoir quoi choisir, enfin dans l'impressionnante bibliographie de l'auteur, j'ai un peu cherché et suite à une vidéo de la chaîne YouTube Sous le ciel, je me suis tournée vers l'Institut qui est une de ses dernières parutions. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Luke Ellis, un jeune garçon de 12 ans clairement surdoué pour son âge. Il est déjà accepté au MIT et dans une autre grande université pour suivre un double cursus original à base d'ingénierie et de littérature. Bref, Luke n'est pas seulement surdoué, il a aussi des capacités télékinésiques, c'est-à-dire qu'il peut faire tomber un plat à pizza vide sans le toucher, qu'il peut faire entrechoquer légèrement des assiettes dans un placard, ou encore que la porte se ferme sans son intervention. Cette intelligence hors norme et ses prédispositions à la télékinésie vont le faire remarquer par une organisation qui s'appelle l'Institut. C'est une organisation secrète dont on ne sait rien, mais ils vont kidnapper Luke chez lui dans le Minnesota et assassiner brutalement ses parents.
Quand Luke se réveillera, il le fera dans une chambre qui ressemble à la sienne, sauf que ce n'est pas vraiment la sienne, et qu'au lieu d'être à Minneapolis, il se retrouve dans un coin perdu du Maine. À l'institut, il va rencontrer d'autres enfants qui ont à peu près les mêmes capacités que lui, et il va forcément chercher à s'enfuir de cet endroit. La première chose à savoir, c'est que il ne faut pas vous attendre à un roman du niveau de La Ligne Verte, qui est pour moi le meilleur de l'auteur et ce qu'il a vraiment fait de mieux, ou encore de Misery, sinon vous serez forcément déçus. C'est un très bon livre de divertissement, mais ça ne va pas plus loin. Petit fun fact, j'ai failli abandonner ce livre au départ. Les 50 voire 60 premières pages sont très déroutantes et je ne comprenais pas le lien entre les événements du tout début et ce qui était présenté sur la 4e de couverture. Mais j'ai voulu persévérer et j'ai bien fait. Une fois qu'on passe ces quelques dizaines de pages du début, la lecture se fait vraiment toute seule. C'est un page turner plutôt addictif, même s'il souffre de quelques longueurs et de moments de répétition au milieu, mais j'étais happée par l'histoire et je me demandais tout le temps comment les personnages allaient s'en sortir, qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place cette fois-ci. C'est pas le livre le plus sanguinolent de King, loin de là. Il n'y a pas de moment où le sang va sortir de tous les pores de la peau ou des boyaux pendent hors de la chair, mais il y a tout de même quelques scènes très difficiles à lire, notamment des scènes de torture sur les enfants avec moult détails, donc je préfère prévenir si vous êtes sensible à ce genre de scènes. Honnêtement, c'est pas non plus le scénario le plus fin que j'ai pu voir, mais il reste très efficace et je pardonne à l'auteur l'utilisation de ficelles scénaristiques grosses comme des cordes de navire que j'avais vu venir à une dizaine de kilomètres à la ronde. J'aurais aussi aimé qu'un aspect qui arrive à la fin du livre soit plus exploité parce que ça aurait pu donner son lot de suspense en plus, mais je dois tout de même dire que le roman est une critique efficace sur l'armée, les questions de l'éthique dans les sciences et aussi le fait de croire la parole des enfants. Il y a de l'action, des moments d'émotion, et puis on s'attache au personnage. Je pense que mon personnage préféré n'est pas Luke, mais bien Avery, qui a un super développement. En plus de ça, je n'avais jamais lu un roman de Stephen King qui met en scène des enfants. Le roman où les personnages devaient être les plus jeunes, c'était dans Marche ou Crève, que j'ai abandonné parce qu'il était trop violent pour moi, mais clairement, je sais que l'auteur avait réussi son coup. Bref, je m'égare. Ça me donne envie de continuer à lire du Stephen King, donc si vous avez des conseils à me donner, histoire que je sache vers quel livre m'aiguillonner pour monter progressivement dans l'horreur pur jus, parce que je sais que si je lis ça directement, par exemple, je vais être terrorisée à vie et je ne voudrais plus jamais lire un roman de cet auteur et ce serait bien dommage. Je termine cet épisode avec un livre coup de cœur et il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern à retrouver chez Sonatine. J'avais déjà lu et relu il y a quelques années Le Cirque des rêves et vu que je relis peu mes livres, c'est vraiment un gage de sa qualité. Mais je m'attarderai sur Le Cirque des rêves une prochaine fois et je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse ici, La mer sans étoiles, de quoi ça parle et surtout mon avis. C'est un peu difficile à résumer, du coup je vais me baser sur la 4e de couverture présente sur Livre Addict. Aucune histoire ne s'achève vraiment tant qu'elle continue à être racontée. Dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rollins trouve un mystérieux livre sans titre ni auteur. Découvrant avec stupéfaction qu'une scène de son enfance y est décrite, il décide d'en savoir davantage. C'est le début d'une quête qui le mènera à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver quel qu'en soit le prix. Je dois avouer que ce livre était dans ma wishlist depuis sa sortie en français, et ce malgré les quelques avis mitigés que j'ai entendus, soulignant le fait que c'était onirique, mais qu'il fallait aimer ça pour pouvoir accrocher, sans quoi il était préférable de passer son chemin. Ce qui est mon cas, j'adore les histoires oniriques où il faut pouvoir gratter pour voir la véritable nature de l'histoire et déceler les différents niveaux de lecture. Je savais que c'était un livre fait pour moi et je ne me suis pas trompée puisque ça a été un énorme coup de cœur. Mon avis sera peut-être un poil nébuleux puisque je pense qu'il me faudra quelques relectures pour pouvoir vraiment saisir tous les tenants et aboutissants du livre parce qu'il est riche, dense et que je pense être passé à côté de quelques éléments, mais ça n'entache en rien mon plaisir de lecture puisque je sais que je pourrais le relire et le redécouvrir à nouveau, voyant des éléments de l'histoire où je n'en avais pas vu au départ. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de vous expliquer ce qui a fait chavirer mon cœur de lectrice au lieu de divaguer sur les prochaines relectures que je vais faire.
Tout d'abord, j'ai adoré cette ambiance et je l'ai trouvée parfaitement maîtrisée. Un peu comme pour son premier roman, La mer sans étoiles a une ambiance, une atmosphère parfaitement travaillée et très marquée. Tout va tourner autour de la nuit, des contes, du miel, des livres, et c'est un univers vraiment très enveloppant, chaud et douillet que l'autrice nous a concocté. Il y a des passages visuellement très réussis et les descriptions de la nourriture, des boissons ou encore des paysages donnaient juste envie de se perdre encore plus dans l'histoire et j'avais très faim en voyant les muffins au citron. C'est aussi un roman plein de mystères et qui sait se dévoiler peu à peu, histoire d'avoir toujours quelque chose sous la dent et moi, j'avais aussi le cerveau en ébullition. Je savais que je devais être attentive à chaque détail pour pouvoir mettre les pièces dans le bon ordre et résoudre le puzzle que l'autrice avait créé. Donc c'est vraiment un livre que j'ai savouré petit à petit. Je me suis laissé le temps de bien comprendre et de remettre chaque pièce en place, et même si, comme je l'ai dit, je suis certaine d'avoir loupé quelques éléments, il y a toujours autre chose à découvrir et ça a été un plaisir de suivre ce fil et de recomposer l'histoire. En plus, les différents mystères sont super bien gérés et regroupés de façon cohérente. Je pense qu'Erin Morgenstern adore faire voyager son lecteur à travers différentes époques et lieux, et encore une fois, c'est tellement bien maîtrisé. Les personnages étaient super attachants, réalistes et pas manichéens. On ne tombe pas dans un schéma méchant contre gentil. Ça va bien au-delà de ça puisqu'il n'y a pas de méchants ni de gentils, juste des humains avec des manières d'agir différentes pour traiter un même problème. J'ai quand même une mention spéciale à faire au personnage de Zachary, qui est un personnage qu'on ne peut que aimer, tant il est gentil, bienveillant, et puis il aime passionnément les livres et les histoires, donc que demander de plus pour un protagoniste? L'écriture était vraiment belle, ça rejoint ce que je disais sur la réussite des descriptions, rendant l'univers très palpable et sensoriel. Mais elle a aussi une pub très onirique où on sent que chaque mot est réfléchi et à sa place. Je pourrais continuer pendant très longtemps, mais je pense que le plus simple c'est de vous redire à quel point ce livre a été un coup de cœur et qu'à mon avis, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Voilà, cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. N'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été vos dernières lectures et si vous les avez aimées ou pas. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.